Espace commun et population. Comment des lieux culturels, des lieux hybrides, des lieux singuliers, situés dans des quartiers populaires, rassemblent et sont à l'image de la variété des populations du territoire. Un lieu de rencontre informel où tout le monde peut venir. Pour que les gens se sentent un peu comme chez eux, mais en plus grand. Qu'il y ait une appropriation réelle par n'importe qui de cet espace pour n'importe quoi. Ce que j'appelle plutôt le mélange, moi, c'est la cohabitation dans les espaces. Moi, sans concertation, je ne sais pas faire. Je pense que tu n'es pas à l'écoute de ce qui peut être la priorité pour les habitants. Faut pas se leurrer, la mixité sociale, c'est quand même un défi, quoi. Ça se fait pas comme ça, quoi. Qu'il soit ouvert sur son quartier. Connaître un peu les gens avec qui on habite, c'est quand même sympa, quoi. Et dès qu'on ouvre les portes, les gens viennent. Je suis Eva Pénaud, je développe des projets socioculturels depuis plus de 20 ans, notamment dans les quartiers populaires, dans le cadre d'institutions culturelles et de structures associatives. Cette série de podcasts est réalisée au titre du diplôme universitaire Espace commun. Partant du constat que nos sociétés semblent de plus en plus morcelées et où le besoin de lien social n'a jamais paru aussi fort, je m'intéresse à la manière dont des institutions culturelles publiques et des tiers-lieux associatifs prennent le rôle d'espace de socialisation, de mixité et d'inclusion sociale. Comment ces lieux s'inscrivent-ils dans leur territoire ? Comment développent-ils des espaces vivants et dynamiques où s'opère une mixité des usages et des usagers ? Quels sont les leviers ? Quels sont les freins et les limites ? Pour y répondre, j'ai souhaité faire un arpentage pour recueillir les témoignages de professionnels et de personnes qui utilisent ces espaces. J'ai croisé les expériences de différents lieux, d'une part des établissements culturels mis en place par la puissance publique et d'autre part des tiers-lieux, qui sont des projets collaboratifs issus de la société civile. Dans ce premier épisode, je suis allée à la rencontre de la Villette et du 104 Paris. Ces lieux culturels sont implantés dans des quartiers populaires de l'Est parisien. Ils ont retenu mon attention car ils ont notamment travaillé à ouvrir des espaces singuliers avec un accès libre et gratuit. Le résultat est inspirant. Pourquoi cette volonté et comment cela s'opère-t-il ? Inauguré en 1987 sur le site des anciens abattoirs de Paris, le parc de la Villette et la Grande Halle célèbrent la culture décloisonnée, mêlant expositions, spectacles, concerts et événements en plein air. En 2016, Didier Fusilier prend la direction. Pour lui, la Villette est un lieu culturel avec une programmation, mais c'est aussi un parc avec des usagers réguliers, notamment beaucoup de familles, et il n'y a pas de lieu dédié pour eux. Il transforme le pavillon Paul Delouvrier, lieu d'exposition jusqu'alors, et le dédie aux familles. Ce sera Little Villette. Comment, une fois que ce lieu existe, on arrive à faire venir les familles ? Il n'y a eu aucun problème, parce qu'en fait, les familles étaient en demande depuis le début. Et c'est vrai que tous ces publics qui vont sur le parc jouer avec leurs enfants, qui vont au jardin des Lignes et des Vents, qui râlent quand c'est fermé l'hiver parce qu'il pleut, etc. Jasmine Franck, responsable des ateliers et de Little Villette. En vrai, il y avait une queue jusqu'à l'avenue Jean Jaurès, le jour de l'ouverture alors qu'il pleuvait. C'était incroyable. Tout le monde était là, mais ils étaient tellement heureux. Ils attendaient, je pense que les familles attendaient qu'il y ait un lieu pour eux. C'était la volonté de Didier, d'avoir un lieu qui soit gratuit et qui soit accessible à tous. Il dit c'est de l'argent public, il faut le rendre public, parce que les enfants, les familles, c'est les publics de demain, quoi, donc il faut les accueillir dès le plus jeune âge. Et du coup, cette convivialité, comment tu la mets en place ? J'ai pensé un peu les propositions qu'on a mis en place pour que les gens se sentent un peu comme chez eux, mais en plus grand, mais avec plus de moyens, et subtilement arrangé pour que ce soit pas vraiment comme chez eux, mais qu'ils se sentent bien. Tu vois, que ce soit pas du tout muséal, et que ça fasse pas peur, que les gens se disent « Ah, ça c'est pas pour nous, il faut avoir des connaissances pour entrer là-dedans, etc. » Donc il y a des fondamentaux qu'on retrouve d'une fois sur l'autre, qui sont les choses qu'on peut mettre en place facilement aussi avec peu de moyens humains. Le public retrouve d'un week-end sur l'autre, c'est le bar à jeux. On ne fait pas les jeux avec les parents, ça incite les parents donc à jouer ensemble avec leurs enfants. Le salon de lecture où les livres sont en libre accès. Les gens les consultent, les lisent pour leurs enfants, pour d'autres enfants. Les enfants les lisent seuls. Enfin, voilà. C'est un espace cosy. L'espace du studio Lego. Alors celui-là, il est un peu en dehors de Little Villette. Il est dans l'angle de la Grande Halle, juste en face. Les gens arrivent. Il y a des caisses qui sont mises à leur disposition avec des Legos dedans. Et quand il n'y a plus de Lego,
les gens ne peuvent plus rentrer. Le Little Ciné, qui est une programmation gratuite qui est proposée tous les week-ends dans la salle de projection. Et puis on a créé aussi un petit espace pour les bébés parce qu'on s'est rendu compte avec le temps très vite qu'il y avait une très forte demande sur les bébés. Et pour cela, on a par exemple fait appel à des illustratrices qui nous ont dessiné les coussins, qui nous ont dessiné les mobiles, parce que comme ça les bébés peuvent regarder au plafond. Donc à chaque fois, il y a une dimension culturelle, si tu veux. Quand je dis que c'est comme à la maison, oui, mais il y a toujours un petit plus et quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'esthétisme. Le positionnement de l'adulte est très important, c'est-à-dire que rien que la manière dont on les assoit, ça va impliquer la manière dont ils vont être avec leur enfant. On avait acheté des chaises, tu vois, et des petits canapés. En fait, quand tu les mets dans les canapés, c'est mort, quoi. Parce que là, ils se mettent à regarder leur téléphone, ils se coupent du jeu des enfants. Alors, ça n'empêche pas que les enfants jouent, mais ils sont moins avec. Si tu les mets sur des tabourets où ils sont moins confortables et à hauteur d'enfant, là, ils s'impliquent. Tu vois ? Donc ça, finalement, l'inconfort provoque, en tout cas chez les adultes, cet inconfort provoque l'interaction avec les voilà. gamins. Et... Si c'est une activité, par exemple, de jeu. Pour les livres, c'est pas le cas. Pour les livres, ils sont bien contents d'être dans un canapé ensemble et pouvoir lire le livre. Ça soit aussi que ça incite les enfants et les parents à jouer ensemble. Parce que c'est vraiment l'endroit où les familles peuvent être ensemble, trouver un moment où ils sont tranquilles, comme on se le disait tout à l'heure, où ils aient un espace-temps qui leur est réservé pour pouvoir pratiquer, faire quelque chose dont ils vont se souvenir, qui va leur apporter une émotion, dont ils vont pouvoir se parler ensuite. Et on a également des week-ends où on fait monter en puissance les fondamentaux. Donc le salon de lecture devient par moments des Little Livres, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, on s'associe à un éditeur et tout Little Villette est consacré à la lecture. Et ça nous permet d'avoir des publics très différents. Souvent, c'est des publics beaucoup plus bobos, beaucoup plus gentrifiés, si tu veux, mais c'est un peu justement l'intérêt de ce lieu, quoi. C'est que les publics se mélangent énormément. Ils se mélangent parce que les enfants se mélangent et jouent ensemble. Non, par nature de type de famille, quoi. Alors, les enfants jouent ensemble spontanément dans les espaces, par exemple, de jeux symboliques. Tu vois, dans les jeux avec les dinettes, les déguisements, les choses comme ça, les jeux de construction, souvent ils jouent ensemble parce que les petits, ils se mélangent, ils s'en fichent de jouer avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Par contre, dans les activités qu'on met en place, sur inscription le jour même, là on prend des gens qui ne se connaissent pas et qui vont être amenés à faire des ateliers ensemble. Ce que j'appelle plutôt le mélange, moi, c'est la cohabitation dans les espaces. C'est-à-dire que souvent, c'est plutôt les cellules familiales, si tu veux, qui restent ensemble, mais qui partagent une même table ou qui partagent le salon de lecture. Quelquefois, il y a un papa qui se met à raconter une histoire et puis d'autres enfants se mettent à écouter. Ou quand il y a des jeux de société qui se mettent en place, il y en a qui peuvent jouer sur la même table avec des familles de milieux différents, si tu veux. Et ça, c'est vraiment ce qui est assez réussi à Little Villette, c'est que les gens se côtoient sans difficulté parce que c'est assez spacieux et on ne se gêne pas. Et justement, en voyant les choses se faire, est-ce que parfois, je veux dire, des envies de programmation ou de transformation du projet sont venues des usagers eux-mêmes? Oui. Enfin, là, par exemple, l'espace pour bébé, il n'était pas prévu. Il s'est fait parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait tellement de familles qui investissaient le salon de lecture parce que c'est l'endroit le plus cosy, on peut dire, du lieu. On s'est dit, il faut qu'on crée un deuxième espace cosy qui soit vraiment que pour les bébés. On a développé ça suite à notre observation des publics. Ce qu'on va développer aussi, c'est un espace de motricité. Mais c'est quelque chose qu'on a observé, c'est que les enfants ont besoin de bouger, quoi. Donc on va faire des petits parcours de motricité, des choses faciles, surtout pour les tout petits. Jasmine Franck a aménagé Little Villette avec soin et une grande exigence esthétique. Chaleureux et beau, Little Villette, c'est comme un petit cocon, un espace-temps suspendu. De fait, ce qu'offre cet espace est rare et précieux. Il y a une véritable diversité des publics, à la fois d'origine culturelle, sociale et de génération. On y prend le temps d'interagir avec nos enfants, avec d'autres, et on est pleinement là. On s'y sent bien, on y reste, un peu, même longtemps. On passe de l'intime à un espace quasi extérieur. Je vous emmène dans un lieu tout à fait différent. Le 104 Paris. Vas-y, j'ai envie d'aller voir un
C'est le fruit d'une réhabilitation des anciennes pompes funèbres pour le transformer depuis 2009 en un lieu culturel municipal. Il est situé dans un quartier populaire dans le 19e arrondissement. Sa surface est immense, d'environ 39 000 m². Le 104 est comme une rue semi-couverte avec des bâtiments de part et d'autre. C'est un lieu hybride qui propose une programmation culturelle, des résidences d'artistes, la maison des petits, structure de petite enfance, un incubateur, une boutique solidaire, une librairie, un café et un restaurant. Le 104 est un lieu résolument singulier dans le paysage culturel. Dans la grande halle se déploient des personnes de tout horizon qui se partagent l'espace pour répéter, du théâtre, de la danse, pour s'échauffer, pour s'étirer, pour jongler, pour lire, pour dessiner, pour flâner. On vient ici pour voir un spectacle ou une exposition, pour s'entraîner ou juste comme simple curieux pour venir profiter de cette ambiance créative dans ce joyeux bazar visuel et sonore. Ici, tout semble possible. Après une première exploitation du lieu peu convaincante, José Emmanuel Gonçalves a été nommé directeur du lieu de 2009 à septembre 2025. J'ai souhaité dialoguer avec Jean Bourbon, directeur des publics jusqu'à 2019, pour interroger sa démarche et sa pratique. J'ai été marqué par son approche profondément humaniste, sensible et par l'application d'actions concrètes lorsque j'ai eu l'occasion de travailler au 104 dans son équipe. Il se présente comme un acteur de terrain, formé sur le tas, qui travaille à tisser des liens avec les populations au titre d'un lieu de création et de diffusion artistique. Nous commençons par l'évocation de l'état du 104 à l'arrivée du nouveau projet de José Emmanuel Gonçalves. Comment était le lieu à votre arrivée ? Quand je suis arrivé, c'est en décembre 2010, j'ai trouvé un lieu en déshérence. En déshérence de tous les points de vue, en interne, c'est-à-dire quand on rentre dans le bâtiment avec rien dedans, personne dedans, etc. Bon, le nouveau projet artistique était en train de se mettre en place, mais il arrivait dans un contexte hérité de quelque chose qui était pour moi un accident. Un lieu qui n'y vivait pas et qui subissait d'ailleurs les conséquences de ça dans le rapport aux populations qui avaient un regard très critique sur le lieu, qui ne le franchissaient pas, qui ne le fréquentaient pas. Je me souviens à l'inauguration, je crois que c'était le 9 décembre 2010. Le premier festival s'appelait Attraction. Et il a beaucoup joué sur la sémantique, sur le fait d'attirer et a joué sur le côté forain, notamment avec le manège du Carré Sénart, je ne sais pas si tu te souviens, etc. Et donc, on ne savait pas ce qui allait se passer, si les gens allaient venir ou pas. Et on avait lancé une invitation aux voisins. Ça a tout de suite fonctionné de ce point de vue-là. Mais les gens sont venus voir en curieux, etc. Donc tout était gratuit, il y a eu pas mal d'événements. Et il a fallu derrière ça, ensuite, dérouler à travers une programmation, etc. Et faire que ce moment événementiel devienne du quotidien réel. C'est-à-dire qu'il y ait une appropriation réelle par n'importe qui de cet espace pour n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. C'est pour, en toute liberté, choisir ses propres pratiques, rentrer pour n'importe quelle raison, mais aussi notamment parce qu'il y a des œuvres, parce qu'on s'y rend compte ou parce qu'on peut s'exprimer. Et ce mouvement-là d'appropriation qu'on a pu constater après par les populations, pas que locales, mais en tout cas réelles, il a mis à peu près 6 mois à se formuler. Le bouche à oreille a fonctionné, on n'a pas fait de la pub partout pour dire venez, etc. On a juste changé les seuils du lieu, enlevé les agents de sûreté à l'entrée, et plutôt travailler avec eux sur le fait de faire de la médiation en chalandise dans le lieu, etc. Donc changer la frontalité, travailler sur la sémantique, sur les symboles, par exemple avec le slogan « Ici vous êtes », inversant le schéma du plan, où sur le plan on dit « vous êtes ici », et là c'est plutôt « ici vous êtes ». Et d'ailleurs, le verbe être met ce qu'on veut. Mais chacun, mais chacune qui a une pratique culturelle ou pas, de faciliter l'entrée dans le lieu pour qu'ils puissent ensuite naviguer dedans. Et ensuite, d'accompagner les prises de parole. J'entends par prise de parole les actes émis par des personnes qui viennent dans le lieu pour faire des choses. Et chaque fois, on s'interrogeait sur est-ce que c'est possible qu'elles puissent se faire, et puis progressivement, cette idée d'appropriation d'un lieu où les espaces disponibles, non utilisés, sont à disposition de n'importe qui pour n'importe quoi, s'est développée. Et on a eu très peu de régulation à faire par rapport à ça. Quelque part, les usagers du lieu étaient coproducteurs du lieu lui-même, en produisant eux-mêmes quelque chose sur lequel on n'avait pas de regard. J'en ai retiré un principe qui est qu'un lieu ne peut vivre que s'il est coproduit
avec le public. C'est-à-dire que le public s'autorise à faire des choses. Si dans un lieu, on ne fait que ce qu'on autorise à faire et que les gens ne peuvent pas se l'approprier, c'est un lieu univoque et qui ne répond pas aux enjeux aujourd'hui. Donc je pense que Zanga, de ce point de vue-là, a réussi son chemin. Ça ne veut pas dire que tout est réussi, mais ça veut dire qu'il y a un endroit où on a ouvert la possibilité que des gens se servent d'un espace. Et donc là, il y a une relation esthétique qui s'est produite dans le lieu. Et elle est facile à prouver. Quand on arrive le matin avant l'ouverture du lieu, qu'on le voit vide, et puis qu'on le voit après à 15h l'après-midi, on comprend tout de suite ce que c'est qu'une relation esthétique. Voilà. Mais elle n'est pas dirigée, on a toujours été très vigilant pour ne pas régenter. Donc l'idée, c'est que de ne pas rabrouer les gens, de ne pas avancer par l'interdit. Ici, c'est interdit, non, c'est pas possible. Mais en tout cas, nous, on a veillé à ce qu'il n'y ait pas d'interdit. Par exemple, quand il y a un montage quelque part, on gère les signes. On ne dit pas que c'est interdit, on dit là, c'est le montage de ça, et ça aura lieu à tel moment, et l'information. Donc les gens peuvent regarder soit des répétitions dans la nef, soit etc. Mais on ne dit pas, dans le passage là, le passage interdit, on met c'est par là-bas. On oriente vers où, voilà, aborder les choses par le positif. C'est assez basique. Mais somme toute, on a veillé dans le langage à ce que la logique de l'interdit, et ça dans le milieu c'est assez fréquent, tout penser par le négatif, et moi ça me scandalise. Ça me scandalise parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'inclure dans notre propre société les gens qui franchissent des seuils. Donc nous on était extrêmement sensibles ici au 104 à la question des seuils. Comment envoyer des signaux dans les seuils, des seuils de perméabilité. Au bout d'une année complète, les choses étaient installées. Je veux dire pas fixe, mais en tout cas, le principe s'était déployé par l'action même, parfois des personnes qui venaient dedans et qui faisaient des choses. Des fois, on va rêver 100 personnes qui s'entraînaient pour faire un truc. On dit qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on laisse faire? Est-ce que c'est dangereux? Non. Est-ce que ça fait du bruit, ça dérange les gens? Non. Pourquoi pas laisser faire? 100 personnes qui viennent s'entraîner pour un ballet ou un truc comme ça. Voilà. Donc tout était comme ça. Et donc en inventant des formats qu'on n'avait pas imaginés, quelque part, dont on avait laissé la possibilité, ça a permis aux gens qui passaient de dire « Ah tiens, ça c'est possible ici » et de voir par l'exemple les choses, mais jamais par la communication. Donc en immersant, travailler sur les seuils, enlever les agents de sûreté aux entrées, mais déplacer la sûreté et en faisant un travail de médiation, parce que les agents de sûreté, moi dans les 10 ans où j'étais là, sont intervenus à 1% dans des cas d'intervention et 89% pour de la formation et de la relation. Donc voilà, dans un quartier pourtant extrêmement complexe. Si le directeur a mis en place une programmation attractive, ils ont ensemble veillé à rendre le lieu accessible et hospitalier et sont sensibles et attentifs à tous les micro-signes. La propreté, l'accueil, la signalétique, le positionnement des équipes. L'objectif, ouvrir le lieu sur le territoire et inviter toutes et tous à l'appropriation. Jean a une définition plurielle de la médiation qu'il met en œuvre. Médiation culturelle, pour moi, avec un S, c'est l'ensemble de toutes les actions qui consistent à mettre en mouvement un projet dans un territoire par rapport à tout ce qui se passe là. C'est-à-dire que la médiation, ça passe par les agents de ménage, quand ils font le ménage le matin et qui nettoient le sol. Et pourquoi ils nettoient le sol? Parce que quand les danseurs dansent par terre, c'est propre pour eux. Tu vois? Mais en même temps, c'est les premiers à observer dans le territoire s'il y a des choses qui traînent bizarres, des seringues, des trucs comme ça. Tu vois? Donc ils vont être vigilants. C'est eux qui nous ont révélé les premiers quand il y avait eu des débuts de trafic. Tu vois? Donc c'est ça aussi. La médiation, c'est la façon qu'on a de communiquer, mettre des mots. Par exemple, lorsqu'on a lancé le laboratoire de culture urbaine, à un moment donné, il y a des danseurs ici qui nous disaient « mais nous, on danse dans le lieu, mais pourquoi vous ne nous programmez pas ?» Et on s'est empressé de ne pas leur répondre. Parce que si on leur avait répondu, on ne vous programme pas parce que ça ne nous intéresse pas, ou on ne vous programme pas parce que vous êtes meilleur que vous, etc. On n'a pas répondu, mais on a affiché sur des A3, laboratoire culture espace public, une semaine à 15 jours de résidence gratuite avec le matériel qu'il faut. Pour tous ceux qui posent candidature, on a posé au 5 pour avoir un espace de résidence. La seule contrainte, c'est vous nous montrer à la fin ce que vous avez fait, point final, etc. Et on n'a rien fait d'autre. Et puis progressivement, il y en a qui sont rentrés dedans et qui ont fait des trucs. Et puis il y a eu Smile Canité, il y a eu Alexandre Fanda, etc. Tout ça, qui sont passés par là, qui maintenant tournent comme des professionnels et qui se sont servis de ce dispositif pour apparaître. Donc c'est eux qui ont fait le premier pas. C'est pas nous qui avons dit bon, on va vous choisir. Parce qu'on avait conscience qu'à ce moment-là, on rabotait au lance-flamme tout ce qui se passait là. Donc les pièges sont partout dans ce domaine-là. Donc là, c'est une forme de médiation.
Sur la question du son, à un moment donné, il y avait dans le personnel beaucoup de gens qui se plaignaient du bruit, etc. Donc on ne parlait pas de bruit, mais on parlait de son, d'émergence sonore. Plutôt que de dire aux gens baissez, 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 on a mis un panneau disant voilà, le son appartient à tout le monde, donc vous en êtes responsable, chacun est responsable de la même façon. Donc si vous ne voulez pas pouvoir être dérangé, veillez à ne pas déranger votre voisin, etc. Des consignes comme ça, c'est de la médiation. C'est tous les actes, la façon de programmer, la façon d'accueillir, la façon de penser, on n'est que dans la médiation en permanence. Donc comment ça s'est fait? Ça s'est fait par l'action intérieure, donc le 104 comme un territoire, mais en s'interrogeant toujours sur comment être au bon endroit dans la relation avec les gens, sans être dominant non plus. Faciliter que les gens s'approprient et se sentent comme chez eux. Voilà, ce soit une pièce de plus dans la maison, dans l'appartement, on descend des tours de chambre, on vient ici, on passe un après-midi là, et c'est ce qui se passe aussi, pas que. Donc voilà, et d'ailleurs au début, avec l'équipe, je passais mon temps, souvent, une fois par semaine, de faire une traversée du lieu pour regarder ce qui n'allait pas, qui n'était pas conforme par rapport à ces principes-là. Et on se rend compte que dans le quotidien, on en laisse passer beaucoup. Et cette fois, on ne prend pas d'écart et de recul pour observer si à tel endroit, il n'y avait pas du danger, ou à tel endroit, il y avait une injonction qui était plutôt autoritaire et qu'il fallait enlever, etc. C'est aussi un lieu qui permet, par l'aménagement des espaces, en tout cas les possibilités du bâtiment, de proposer autre chose. Quelle hybridation ça crée en fait. Alors, les commercialisations, c'est très intéressant parce que finalement, ça a permis de rapporter de l'argent, mais de rapporter aussi des contenus. Et de rapporter des publics, entre guillemets. Quand il y a eu beaucoup de salons de l'emploi, juniors, etc., et donc quand tu as un salon de l'emploi jeune ici, sur un week-end, tu as 10 000 personnes qui viennent. Et si dans ce lieu, tu veilles à ce que ce lieu reste ce lieu tel qu'il est, c'est-à-dire avec ses pratiquants, etc., malgré ça, c'est-à-dire que rien ne privatise, on n'a jamais privatisé au 104, pour empêcher justement cet effet d'exclusion. Vous n'êtes pas désiré ce jour-là parce qu'il n'y a pas la place pour nous. Non, ça n'est pas possible. Donc de veiller à ce que ça tourne autour, etc. Mais les jeunes qui venaient pour le salon de l'emploi, ils tombaient sur les œuvres d'art. Je me disais qu'à l'époque, il y avait une grande balance artistique, etc. Ils montaient sur la balance. Voilà, donc ça fait venir des gens qu'on n'aurait jamais touchés. Et finalement, un accélérateur de curiosité. Comment, du coup, le lieu a réussi à tisser un maillage sur le territoire? On ne peut pas penser à un lieu sur le territoire. Le travail a été de s'organiser, donc d'avoir une équipe, donc de relations avec les publics, de se dire, on va prendre le territoire proche, symboliquement, à quel endroit dans la rue le 104 est dans l'horizon. Et on s'est réparti les tâches pour d'aller à la rencontre de tous les interlocuteurs, absolument tous les interlocuteurs, tu le sais parce que tu as travaillé dedans, tous les interlocuteurs éducatifs, socio-éducatifs, socioculturels, sociaux, voire entrepreneuriaux, etc. Et qu'on connaisse tout le monde, donc qu'on connaisse les réalités partagées par tout le monde et vécues par tout le monde, et aussi qu'ils connaissent le 104 dans ce qu'il est possible de faire et de réaliser. Je dis toujours qu'un lieu culturel ne peut pas grand-chose, il peut juste deux choses, accueillir des artistes, accueillir des gens. Le reste ne dépend pas de lui, dépend de la capacité des artistes à parler, à travers ce qu'ils développent, et les gens à s'approprier et à vivre ce qu'ils ont à vivre dans cet espace-là. L'idée, c'était que sur ces territoires-là, on s'engageait à être présent avec tout le monde, et que ce lieu qui ne peut pas grand-chose travaille avec d'autres lieux pour pouvoir répondre à ses missions. Un lieu tout seul avec sa programmation et ses espaces ne peut répondre à rien d'autre qu'une possibilité. Cette possibilité ne peut exister que si en égalité avec les partenaires, on arrive à tisser un lien qui fasse que chacun y trouve son compte dans un gagnant-gagnant local. Voilà. Et c'est que comme ça que ça peut fonctionner. Et sur la question du territoire, moi je voudrais revenir là-dessus parce que l'université m'a obligé à me cultiver un minimum. Je vais citer un champ référentiel pour moi qui est Patrice Morisot sur la question du rapport au vivant. Alors, au départ, ça n'a rien à voir avec la question culturelle quand tu lis les écrits de Morisot. Mais il va chercher des concepts hyper intéressants d'interdépendance ou d'égards ajustés, qui sont des mots qui, à 150%, sont des mots qui nous sont extrêmement utiles dans le milieu culturel. Parce qu'on est interdépendants. Il n'y a pas le lieu culturel tout puissant qui a sa programmation internationale où les gens viennent, etc. Et donc, de ce point de vue-là, c'était hyper intéressant parce que ça me permet de dire que finalement, ici, on est dans le vivant. Non pas biologiquement, mais sociologiquement dans un schéma du vivant.
Voilà. Et ces champs qui s'ouvrent là, le 104 a permis de le conceptualiser et de se l'approprier comme un champ référentiel. Après, il faut le traduire en actes techniques. Et justement, ce travail de terrain, d'aller sur les territoires, est-ce que vous avez senti des besoins, des attentes et comment vous y avez répondu? Nous, on ne peut pas répondre à nos enjeux si on ne bosse pas avec tout le monde. Sinon, on est juste un espace qui accueille des gens et du public. Et ça peut se réduire très vite à juste du public. Et quand le lieu n'accueille que du public, ça veut dire que c'est que des spectateurs. Donc, ça veut dire que probablement, sociologiquement, il y a une césure qui se construit. Donc on essaie d'éviter ça. Et une école, un centre social a d'autres objectifs, etc. Et peut-être que le passage par le 104 est un moyen pour eux de répondre à leurs objectifs. Et qu'il ne faut pas prétendre être acteur du changement social. Non. Si on fait le boulot pour que le lieu d'abord fonctionne bien, c'est-à-dire ait un exercice budgétaire vertueux, que les artistes émergents puissent exister, que le public puisse le voir, que les publics puissent le voir, qu'il y ait des publics plus variés, plus diversifiés, que les gens fréquentent le lieu, pas forcément pour voir des spectacles, mais juste fréquentent le lieu, etc. Qu'il y ait des librairies, qu'il y ait Emmaüs, qu'il y ait un lieu de pratique amateur, ou de pratique personnelle plutôt, on préfère ce terme-là, qu'il y ait un lieu pour la petite enfance, etc. Donc un concentré de ville, somme toute, et que ça fonctionne. Peut-être que si on enlève le 104 et que si on enlève la Villette et que si on enlève Jacques Virail et qu'on enlève d'autres lieux comme ça, le territoire va être beaucoup plus dur. L'équipe a développé un rapport de confiance avec les usagers et les partenaires du territoire. Au quotidien, le 104 développe sa capacité à s'interroger sur comment réduire les freins et contourner les interdits. La question de la permissivité et l'appropriation des espaces par toutes et tous sont au cœur du projet. Il y a une autorégulation des espaces et des pratiques entre les utilisateurs. Le 104 est un lieu de référence au niveau national et international. Beaucoup de collectivités, de structures culturelles y viennent pour s'inspirer. Même s'il n'y a pas de recette, il y a des ingrédients qu'on le retrouve dans ces deux exemples. L'esthétique des espaces, comme à la maison, la disponibilité, la condition d'accueil, ouvert et gratuit, le positionnement de la structure, l'adaptabilité et la souplesse. On s'y sent bienvenu. Little Villette et le 104 portent un discours en actes qui invite à la rencontre, à l'imaginaire et au possible.